Rapidement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, et puis de toute façon, on aura l'occasion d'échanger plus dans le détail dans les, euh, dans les petites sessions individuelles par la suite. Mais quelques informations malgré tout sur le programme Horizon Europe dans sa globalité, hein. Comme vous le savez probablement, Horizon Europe est le programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation. Il s'agit d'un programme important, hein. C'est un des plus gros postes de dépenses après ceux qu'on connaît souvent via les médias en France, qui sont la PAC, hein, la politique agricole commune, et la politique de cohésion. Horizon Europe arrive parmi les gros postes de dépenses de l'Union européenne, donc avec un budget total de 85,5 milliards d'euros sur la période 2021-2027, qui représente une augmentation d'environ 30% par rapport au budget précédent d'Horizon 2020, qui était le programme, le prédécesseur d'Horizon Europe sur la période 2014-2020. Euh, En sachant que Horizon Europe fait partie des programmes qui ont été réabondés en lien avec le plan de relance de l'Union européenne, ce qui montre à quel point c'est un programme qui est important pour la Commission européenne et qu'elle le considère comme vraiment une pierre angulaire en fait pour renforcer aussi donc la recherche et l'innovation, mais aussi les capacités industrielles de l'Union européenne. Sur les, les, les volets d'Horizon Europe qui vous intéressent le plus et qui sont susceptibles de vous intéresser le plus et dont on va parler aujourd'hui sont dans un premier temps, dans un premier lieu, le Conseil européen de l'innovation qui offre des possibilités de soutien aux PME qui peuvent candidater en monobénéficiaire. Et donc, c'est Nicolas Chian de Horizon qui en parlera dans le détail par la suite. Moi, dans cette présentation, je vais surtout me concentrer sur le collaboratif, hein, donc qui est lié essentiellement à ce qu'on appelle le deuxième pilier dans Horizon Europe, que vous retrouvez sur cette slide ici, hein, et qui est le pilier qui est dédié aux grands enjeux, aux grandes problématiques mondiales auxquelles est confrontée l'Union européenne et à la compétitivité industrielle européenne. C'est un peu pour résumer le pilier thématique d'Horizon Europe. Et il est organisé en clusters thématiques, c'est leur petit nom, hein, vous les voyez en dessous. Et ils sont au nombre de 6, donc entre la santé, la culture, la sécurité civile, numérique, industrie et espace, climat, énergie, mobilité, alimentation et bioéconomie. Donc, il n'y a pas de cluster thématique spécifique comme pour la chimie, hein, mais comme vous vous en doutez, on retrouve des appels d'intérêt pour la chimie et les entreprises intervenant dans cette filière de façon transversale, en fait, sur un certain nombre de clusters. C'est le cas sur la santé, c'est le cas sur du cluster 4, hein, qui est dédié à l'industrie. Beaucoup d'appels à projets là autour des enjeux d'économie circulaire, par exemple, de matériaux. On va les retrouver spécifiquement dans ce cluster. Des applications intéressantes aussi sur le cluster 5, hein, climat, énergie et mobilité, et sur le cluster 6, où là, plutôt sur les applications autour de bioéconomie, agriculture et environnement. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans ma présentation sur les appels à projets dans ces différents clusters, parce il y en aurait trop. Mais de toute façon, vous aurez la possibilité dans les sessions individuelles d'en découvrir certains comme un moyen après voilà, de démarrer les échanges avec vous et d'identifier les appels à projets qui peuvent être le plus pertinents dans ces différents clusters thématiques. Euh, Quelques mots encore généraux sur le programme Horizon Europe. Donc, c'est un programme qui s'adresse à tous les acteurs de la recherche et innovation, hein, aux entreprises évidemment, mais qu'elles soient grandes ou plus petites, hein. Et d'ailleurs, Horizon Europe prête une attention marquée aux petites et moyennes entreprises européennes. On l'a vu, il y a tout un volet dédié d'Horizon Europe qui vise spécifiquement les PME, mais au-delà de ça, la Commission européenne encourage très fortement, c'est presque même d'ailleurs devenu un must, la participation de PME dans les projets collaboratifs. C'est d'ailleurs, ça fait partie des points qui sont regardés par les évaluateurs qui reçoivent les projets soumis dans le cadre d'Horizon Europe. À titre d'exemple, un chiffre intéressant, hein, sur la période 2014-2020, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 108 PME différentes ont pu bénéficier de financement dans le cadre d'Horizon.
En général, donc, et sauf pour le Conseil européen d'innovation dont vous allez entendre parler par la suite, Horizon Europe finance des projets collaboratifs, hein, donc qui impliquent de travailler autour d'un objectif, d'un projet défini conjointement avec un certain nombre de partenaires européens, donc avec une vraie dimension collaborative. Hein, on contribue tous ensemble, enfin le partenariat dans sa globalité, à atteindre un objectif conjoint, en sachant que les consortia doivent être composés d'au moins 3 entités légales établies dans 3 pays membres ou pays associés différents, en sachant que ça, c'est une limite minimale, hein, pour être éligible, que les projets soient éligibles, mais sachez qu'on est assez rarement à 3 partenaires sur les projets Horizon Europe. Alors, la taille des partenariats dépend très fortement des appels à projets, donc il est difficile de donner un nombre idéal de partenaires, mais on est souvent sur des consortia qui sont quand même assez ambitieux, avec au moins 5-6 partenaires, et puis après, ça peut aller jusqu'à 20-30 partenaires. Un mot rapide sur ce que peut financer Horizon Europe. Donc, comme on le disait en introduction, hein, c'est le programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation, et les appels à projets sont divisés en plusieurs types d'actions. Sur les projets collaboratifs, ceux qui vous intéressent le plus, les actions qui vous intéressent le plus et dont on va parler essentiellement aujourd'hui dans les sessions individuelles, sont soit des actions de recherche et innovation. C'est à chaque fois identifié très clairement dans l'appel à projet s'il s'agit plutôt d'une action de recherche et d'innovation ou plutôt d'une action d'innovation. En sachant que, pour faire très résumé, les actions de recherche et innovation concernent plutôt les projets plus amont, avec des TRL plus bas, généralement. Vous verrez quelques exemples par la suite. Et les actions d'innovation qui sont là, eux, des projets plus orientés marché, avec des TRL plus hauts. Et comme je le disais tout à l'heure, un certain nombre d'actions concernent aussi des projets individuels, et dans votre cas, celui qui vous intéressera essentiellement, les projets qui seront soutenus par le Conseil européen d'innovation. Un point intéressant aussi sur les taux de financement sur Horizon Europe, hein, c'est un programme qui présente des taux de financement assez intéressants, avec sur les actions d'innovation dont on parlait tout à l'heure, celles qui sont plus proches du marché, des subventions qui peuvent aller jusqu'à 70% pour les entreprises. Et Horizon Europe permet de soutenir tous les coûts directs liés à la participation à un projet européen, hein, donc les coûts liés à la recherche et développement en tant que tel, les frais de RH, les frais de mission, l'organisation de l'événement, l'utilisation de certaines infrastructures. Et en plus de ça, un taux forfaitaire est aussi prévu pour couvrir les frais indirects non prévus dans le budget, qu'il n'est pas nécessaire de justifier. En fait, c'est un taux forfaitaire qui s'applique sur le budget total du projet. Donc, quelques mots sur la mise en œuvre du programme. Donc, ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est que la Commission adopte et publie des appels à propositions qu'on appelle dans le jargon européen des topics, qui sont regroupés dans des programmes de travail qui à chaque fois couvrent 2 années. Donc là, les programmes de travail dont on va parler lors de cette session sont les programmes de travail pour les années 2021-2022. Donc c'est assez intéressant à avoir en tête, parce que ça permet de se projeter et de bien anticiper en fait les appels à projets. Donc là, sur 2021, on verra que les deadlines sont relativement proches, mais sur 2022, on connaît déjà les appels à projets qui seront publiés sur 2022 et donc qui seront ouverts à candidature en 2022, et qui permettent donc, comme je disais, de bien anticiper le travail, bien se préparer en amont pour répondre aux appels à projets. Donc, pour être sélectionnés, les projets doivent être portés par des consortia, comme je le disais tout à l'heure, qui doivent répondre à ces appels à propositions. Donc, c'est une compétition à l'échelle de l'Union européenne, puisque tout acteur éligible peut déposer un projet. Et c'est ensuite la Commission européenne qui coordonne l'évaluation et la sélection des propositions, en sachant que les propositions sont évaluées par des experts indépendants, hein, qui ne sont pas du personnel de la Commission européenne, qui sont sélectionnés pour leur expertise,
donc par des panels d'experts qui recommandent les projets les plus méritants, les plus qualitatifs à la Commission européenne, qui ensuite valide la sélection des projets financés en lien avec les représentants des États membres. Vous verrez quelques exemples par la suite sur ce que comprend ces programmes de travail, mais c'est un peu la Bible et la référence sur le programme Horizon Europe, puisque dans ces programmes de travail, vous verrez que la Commission européenne est très précise. Pour chaque appel à projet, elle précise donc le domaine thématique qui est visé, les critères qui doivent être respectés et les actions qui seront financées. Donc, elle précise ce qu'elle attend exactement du projet pour qu'il puisse être sélectionné. Elle détaille très exactement les objectifs, ce qui doit être atteint, ce qui doit être rendu possible par la mise en œuvre du projet, mais aussi un certain nombre d'actions qu'elle entend voir mise en œuvre par le projet une fois sélectionné. Le texte des appels donne aussi des informations sur le budget disponible par projet sélectionné et évidemment les dates limites pour répondre à l'appel à projet. Au-delà de ce texte qui est un PDF assez volumineux, il est aussi possible de retrouver les informations via le portail du participant, qui est un portail de la Commission européenne qui liste tous les appels à projets ouverts. En sachant que, je vous dis ça à l'heure actuelle, pour 2021-2022, les programmes de travail n'ont pas encore été formellement approuvés par la Commission européenne et les États membres. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas publiés sur ce portail du participant, mais ça viendra sous peu, a priori, d'ici fin juin. Donc là, c'était juste un exemple pour vous montrer un peu à quoi. Donc c'est un extrait d'une partie du programme de travail. C'est pas tout le texte de l'appel, puisque vous en verrez d'autres par la suite, mais c'était pour illustrer ce que je disais. Donc à chaque fois, vous retrouvez en haut ici la référence de l'appel à projet avec un acronyme, puis le titre complet. Par la suite, s'il s'agit d'une action de recherche et innovation, ou s'il s'agit d'une action d'innovation. Je ne sais pas si vous voyez mon pointeur quand je oui, on voit très bien, Lucie. On voit ton pointeur. Parfait, merci. Le budget, donc par projet, et aussi le budget indicatif sur l'appel à projet qui permet de comprendre le nombre de projets qui seront sélectionnés par la suite. Encore de nouveau ici, le type d'action qui sera financé. Le TRL, très important du coup, ce qui est attendu en début puis en fin de projet. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de la notion de TRL, j'imagine, mais je crois de toute façon que généralement Nicolas en parle aussi dans sa présentation sur le Conseil européen de l'innovation. Puis après les résultats attendus et la partie qui manque là, parce que ça aurait été trop petit sur la slide, mais encore une fois, vous verrez d'autres exemples par la suite. C'est les actions, ce que la Commission européenne appelle le scope du projet qui est détaillé par la suite. Quelques mots en conclusion sur une fois que vous avez toutes ces informations et que vous avez les informations nécessaires pour vous lancer dans l'aventure européenne via Horizon Europe. Quelques mots, alors c'est pareil, je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus dans les sessions individuelles, mais juste rapidement quelques mots sur comment on fait maintenant, une fois qu'on a identifié un appel qui nous intéresse et qu'on a mené notre analyse en interne qui confirme que c'est un appel qui peut être stratégique pour l'entreprise, qui s'aligne bien avec la stratégie de l'entreprise, qui va apporter une valeur ajoutée. Comment on fait pour se positionner sur ces appels à projets, puisqu'il faut pouvoir y aller avec des partenaires européens. Quelques conseils, en sachant que voilà, ils ne sont pas exhaustifs évidemment. Une bonne façon de pouvoir commencer à prospecter, identifier des partenaires potentiels, évidemment, et de pouvoir se baser sur ces partenaires habituels, qu'ils soient dans votre écosystème, via Novachim par exemple. Stéphane et Patricia me corrigeront si je me trompe, mais je pense que ça peut être un bon moyen d'entrer en contact avec d'autres porteurs de projets potentiels dans votre écosystème, en sachant que pour une PME, il est vu la complexité parfois des projets Horizon Europe, il est généralement difficile de coordonner
un projet européen, puisque alors c'est vrai que j'en ai pas parlé dans mes slides, mais c'est aussi important, intéressant à avoir en tête. On distingue deux types de rôles dans les projets européens, le coordinateur et les partenaires. Enfin, c'est deux rôles essentiels. Après, il y a aussi des work package leaders, mais ça rentre un peu dans le détail. Donc, un coordinateur et des partenaires, en sachant que le coordinateur a généralement le gros du travail, on va dire, pour assurer la bonne marche du projet. Donc, c'est le coordinateur qui coordonne la rédaction et la préparation de la candidature, hein, qui est un peu le chef d'orchestre sur la préparation de la candidature. Et c'est lui, après, qui a pour tâche, en fait, d'assurer que la bonne marche du projet, assurer que les partenaires mènent à bien les différentes actions qui leur sont confiées, résoudre les conflits s'il y en a, être l'interlocuteur avec la Commission européenne. Donc ça, c'est le travail du coordinateur. Et c'est un travail qui demande un temps conséquent. C'est vrai que généralement, pour des petites et moyennes entreprises, il est plus simple d'être un partenaire dans un projet que coordinateur, très clairement. D'où l'intérêt de pouvoir identifier dans votre écosystème des coordinateurs, des entités qui pourraient se positionner, qui pourraient être intéressées par votre expertise, qui pourraient avoir un intérêt pour le même appel à projet que celui que vous avez identifié et qui pourraient avoir le dimensionnement nécessaire pour être coordinateur. Là, on pense évidemment à des grands groupes, aux universités de la région, ou en France d'ailleurs, ou à l'échelle européenne d'ailleurs, les centres de recherche. Voilà, faire un petit point sur les partenaires avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, soit dans votre écosystème, soit à l'échelle européenne, peut être intéressant dans cette perspective. Ensuite, il est important de pouvoir si vous avez l'intention de vous positionner sur des appels Horizon Europe, d'être identifiable au niveau européen. Alors pour ça, il y a la possibilité de participer à des événements. La Commission européenne organise en lien avec généralement avec les points de contact nationaux dont je reparlais tout à l'heure, régulièrement des événements de B2B, hein, de mise en relation. C'est le cas de EN aussi. Hein. Je sais pas si tu en parleras, Nicolas, mais je pense que oui. Donc vraiment, il y a beaucoup d'événements organisés au niveau européen pour faciliter la mise en relation et être visible en fait. C'est des événements qui donnent la possibilité de présenter son expertise et d'échanger en B2B avec des partenaires potentiels. Et puis après, nous, au bureau de Bruxelles, on peut aussi relayer vos recherches de partenaires ou si vous souhaitez avoir une entrée plus prospective, connaître un peu les grands acteurs positionnés sur certaines thématiques, c'est quelque chose sur lequel aussi on peut vous appuyer au bureau de Bruxelles. Et dernier point, ne pas hésiter à s'appuyer sur le grand nombre de réseaux et de plateformes qui existent pour identifier des partenaires. Donc j'en cite quelques-uns dans cette slide, vous retrouvez les liens. Mais je vais m'arrêter sur trois essentiellement. Donc le réseau EEN dont j'ai parlé tout à l'heure et qui est associé à l'atelier aujourd'hui, donc qui pourra aussi vous conseiller sur des moyens d'identifier des partenaires via le réseau EEN. Donc le Cordis, qui est lui l'outil de la Commission européenne, hein, qui est directement mis en œuvre par la Commission européenne, qui propose un outil de recherche de partenariat et qui permet aussi, ça c'est intéressant, de voir qui sont les acteurs positionnés au niveau européen sur certaines thématiques. Et le réseau des points de contact nationaux, donc la Commission européenne travaille pour la mise en œuvre du programme Horizon Europe, s'appuie au niveau national sur les points de contact nationaux. Donc en France, le réseau est en train de se structurer, mais il est déjà actif, hein, et c'est des personnes ressources aussi qui ont leur propre réseau à l'échelle européenne et qui peuvent être mobilisés pour identifier des partenaires également. Donc voilà pour moi, Stéphane. Merci Lucie. Je laisse la main directement à Nicolas pour continuer.
Mon micro, voilà, ça ira mieux. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci Stéphane. Donc je vais prendre la suite de cette séance un peu d'introduction en me concentrant moi sur un programme qui est donc un peu en marge d'Horizon Europe, mais qui est pleinement intégré dans la stratégie européenne, qui est le programme EIC, qui est donc un programme qui a la particularité donc de proposer des appels qui sont dits ouverts, voilà, sur des thématiques ouvertes, parce que la difficulté, notamment pour une entreprise qui a une idée de projet bien précise, c'est toujours d'essayer de rentrer dans des cases de ces fameux topics du programme Horizon Europe, qui est découpé par secteur, par technologie. Et donc le programme EIC vient lui donc compléter le programme Horizon Europe en proposant donc des appels dits ouverts. Voilà, donc je vais m'efforcer de vous présenter cela assez rapidement. L'idée, voilà, c'est de pouvoir vous donner une information minimale afin que nous puissions ensuite échanger pendant les entretiens bilatéraux et que vous ayez donc en tête voilà, le minimum d'informations requis pour qu'on puisse bien interagir. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien ma présentation. Voilà, donc je travaille à Rising Sud, donc, qui est l'agence de développement économique de la région. Je suis accompagné cet après-midi par deux de mes collègues qui seront avec nous pendant les entretiens individuels. Donc en deux mots, le réseau EN, même si j'ai quelques slides vers la fin de ma présentation, donc c'est le réseau officiel de la Commission européenne pour appuyer les PME dans leur démarche d'internationalisation. Donc concrètement, c'est les aider à identifier des partenaires en Europe pour se développer plus vite, mais également aussi leur faciliter, je dirais un peu la vie, leur faciliter l'accès au financement européen, en particulier les financements pour la recherche et l'innovation. Donc le dispositif EEN est donc bien donc à votre disposition pour pouvoir vous aider sur ces programmes qu'on vous présente cet après-midi. Alors pour revenir donc sur le EIC, donc EIC qui veut dire Conseil européen de l'innovation. Concrètement, la Commission en mettant en place ce programme-là, donc c'est comme je vous le disais en introduction, de venir compléter le programme Horizon Europe qui lui est très orienté filière de recherche, donc avec des topics très précis. Là, on est vraiment sur une approche beaucoup plus ouverte et concrètement, l'idée de la Commission, c'est d'accélérer l'arrivée donc de technologies d'innovation de rupture sur le marché. Parce qu'on sait tous que l'Union européenne et nos États européens sont souvent très forts en termes de R&D, en termes d'investissement public sur la R&D, mais on est beaucoup moins bon ensuite sur la concrétisation en termes d'application sur des marchés, concrètement pour créer des vraies innovations, des produits, des services et les emplois qui vont avec. Donc l'idée voilà de la Commission ici, c'est avec ce programme-là de donner les moyens des entreprises qui ont des super idées, qui ont des super projets, de les concrétiser et de les concrétiser plus vite pour que ça se traduise vraiment sur une réalité marché. Donc, je vous ai listé à peu près ici les grandes ambitions de l'EIC. Donc, je ne vais pas vous lire ma planche. De toute façon, vous aurez nos présentations que vous pourrez relire. Ce qu'il faut retenir sur l'EIC, c'est que la Commission a bien fait les choses parce que le programme EIC aujourd'hui, comme vous allez le voir, il est structuré pour répondre aux besoins de tout type de technologie, quel que soit son degré de maturité, de développement. Donc, on parle ici donc de TRL, donc c'est une notion importante à intégrer dès que vous commencez à vous intéresser au programme européen. TRL qui veut dire Technology Readiness Level, donc qui est le degré de maturité technologique entre des choses très conceptuelles qui sont en phase 0 ou 1 sur des choses très matérielles ou appliquées qui sont déjà disponibles presque sur le marché, commercialisées sur le marché. Donc là, on parle de TRL 9. L'EIC va proposer donc une série de 3 programmes qui s'appellent Pathfinder, Transition et Accelerator, qui vont venir donc financer des projets à ces différentes phases de TRL. L'idée étant que sur les TRL les plus basses, on a besoin de travailler à plusieurs. Donc, on est sur une approche collaborative. Alors, quand je dis collaboratif, c'est certes collaboratif, mais c'est beaucoup moins nombreux que sur des projets Horizon Europe classiques. Là, on parle de collaboratif à 4, 5, 6 partenaires, tout en sachant que la taille minimale, c'est 3 partenaires de 3 pays.
Donc, du collaboratif pour les projets les plus amont en termes de TRL, c'est-à-dire les plus intensifs en termes de R&D. Et puis un projet, donc un programme, pardon, l'UIC Accelerator, donc qui est en fin de TRL, enfin, sur les TRL les plus élevés, qui lui est un programme mono-bénéficiaire, donc une seule entreprise peut y participer, parce qu'on est proche du marché, parce qu'on est sur des développements qui sont, je dirais, stratégiques d'un point de vue business développement, d'un point de vue commercial, et donc c'est important que cette partie-là, ce projet-là, soit uniquement piloté par une entreprise et pas par un consortium. Alors, du coup, je vais vous passer en revue donc alors pas les trois projets, hein, parce que le projet UIC Transition n'a pas été lancé encore, donc je vous épargne cela. Donc, je vais vraiment vous présenter les deux projets qui aujourd'hui sont lancés, hein, donc le Pathfinder et l'accélérateur. Je vais passer assez vite parce que là aussi, vous avez toutes les informations sur mes planches. L'idée, c'est que vous ayez vraiment une photographie logique du process. Donc le Pathfinder est un programme qui vient donc lui financer des activités de R&D qui doivent conduire à l'émergence d'une technologie prometteuse qui peut ensuite être développée sur des phases de TRL plus élevées. Donc c'est un projet qui doit réunir des entreprises, de la recherche académique et des industriels, principalement en mixant des spécialités technologiques ou académiques. Et l'objectif, c'est de créer de la connaissance, de créer de l'IP également, et de mettre, je dirais, sur de bons rails les participants à ce projet-là pour les phases d'après, notamment pour les phases de développement et de maturation technologique. Ce programme Pathfinder, donc, comme tous les projets UIC, sont des projets bottom-up, c'est-à-dire que tous les sujets de recherche sont recevables. Néanmoins, la Commission a souhaité y apporter un petit focus thématique en intégrant une notion de challenge qui permet donc à des consortiums de proposer des projets sur des sujets prédéfinis, mais qui restent quand même assez larges, je vous le rassure. Voilà. Donc, en tous les cas, il y a des challenges des options de challenge qu'il faut prendre en compte pour voir si vos projets peuvent y correspondre. Ce programme-là donc est très orienté sur la recherche. Donc, on a une évaluation des projets qui porte essentiellement avec une note importante, notamment sur l'excellence scientifique, et un peu moins sur les autres éléments. L'évaluation, c'est du classique, hein. On est sur des évaluateurs à distance qui notent des propositions et ensuite un jury ou un comité de sélection qui va venir shortlister les meilleurs projets pour leur cofinancement. Les appels en cours, écoutez, pas de chance, hein, parce que le premier s'est clôturé la semaine dernière. Bon, après, pour rien vous cacher, les gens qui ont pu répondre dès le 25 mai, c'était déjà des gens qui avaient préparé des projets depuis un bon moment. En tous les cas, pour le suivant, on n'a pas d'informations. Ça sera sans doute pas avant la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Et pour l'instant, sur le Pathfinder, donc il n'y a qu'un seul appel qui reste ouvert, c'est l'appel Challenge, qui est en lien sur la bioéconomie. Donc, je vous laisse lire le titre parce que moi, il m'a laissé un petit peu de marbre. Je suis pas un spécialiste. Mais voilà, en tous les cas, aujourd'hui, il n'y a que cet appel-là thématique qui est ouvert jusqu'au 27 octobre. Voilà. Néanmoins, je vous ai mis en bas de cette planche le lien web qui présente le IC Pathfinder. Donc, voilà, si vous avez des projets, des idées de projets sur lesquels vous avez besoin de travailler avec des académiques sur des sujets vraiment de rupture techno assez avancés, voilà, c'est un programme qui mérite d'être discuté ensemble après. Du coup, je passe sur la partie, sur l'autre programme de cette UIC, le plus connu, hein, qui est le IC Accelerator, que vous connaissez peut-être sans doute de nom parce qu'il avait déjà été lancé il y a deux ans en arrière sous une appellation qui s'appelait EIC Accelerator Pilot, donc la version pilote, et encore avant sous un autre nom qui s'appelait l'instrument PME. Et donc ce programme-là était pleinement reconduit par la Commission européenne pour les 6 années à venir parce qu'il a très bien marché. Et la Commission elle a notamment mieux doté budgétairement et a changé également le mode de soumission qui facilite un petit peu le job. Voilà, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop ce programme-là, donc comme je le disais tout à l'heure, donc c'est un des rares, peut-être voire un des seuls programmes européens qui est monobénéficiaire.
Donc, vous n'avez pas besoin de travailler avec une entreprise étrangère ou avec un labo étranger. Donc, c'est vous seul, l'entreprise, qui êtes aux commandes de votre projet. Et tout type d'entreprise peut bien évidemment porter un projet, de la start-up jusqu'à de l'ETI de moins 500 personnes. Il n'y a pas de limitation sur ce point-là. L'objectif de ce programme, il est simple. Vous avez une innovation de rupture que vous avez sur laquelle vous êtes déjà bien avancé en termes de développement. Donc, vous êtes sur des phases de TRL de 6 ou 7. Mais la marche est encore haute, je dirais, pour transformer cela en une réalité produit, service, une réalité économique pour l'entreprise. Il y a encore des phases de développement intermédiaires à financer. Et vous avez besoin d'argent, concrètement, pour pouvoir aller jusqu'au bout du process et assez vite. Voilà. Donc, l'idée, voilà, c'est de venir très vite, venir vous financer ces phases de développement TRL 7-8 et avec de la subvention. Et ensuite, même de pouvoir venir vous soutenir financièrement avec une intervention en capital, et j'y viendrai juste après. Voilà. Donc là aussi, sur le IC, donc, il y a deux types d'appels. Il y a les appels classiques qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire que tout type de projet, tout sujet est recevable. Bien évidemment, il faut être sur un sujet comme l'innovation de rupture et de croissance d'entreprise associée. Et puis, donc, il y a, comme tous les autres appels, il y a un appel challenge avec des sujets prédéfinis dont je vais vous parler juste après aussi. Le dépôt se fait en 3 étapes, donc c'est aussi une nouveauté par rapport au programme précédent. Donc c'est une étape par step. Voilà. Donc une première étape qu'on appelle un pré-filtrage qui vous permet de passer à la deuxième étape. Donc seules les entreprises qui sont retenues à la première étape peuvent déposer la proposition complète. Donc ça évite effectivement de se retrouver à monter un projet de 30 pages et d'avoir uniquement 5% de chance de taux de succès. C'est toujours rageant. Donc là, on a vraiment un premier écrémage qui est fait. Et donc, en théorie, on limite quand même un petit peu plus la casse qu'auparavant. Voilà. Et puis enfin, ça n'a pas changé par contre. Pour les gens qui arrivent au bout de l'étape 2 avec un go des évaluateurs, avec un retour positif, il ne nous reste plus qu'à défendre votre dossier lors d'une audition à faire à Bruxelles ou en virtuel avec un jury d'experts qui va venir vous challenger clairement pendant 30 à 45 minutes sur votre dossier. Donc des experts qui ont déjà lu votre dossier, qui ont des questions à vous poser. Et c'est à l'issue de cette audition que vous serez ou non retenu pour le financement de votre projet. Les appels en cours, donc les appels UIC, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un appel qui se fait au fil de l'eau. Bien qu'on ait des dates butoirs en termes de dépôt de projet, il faut savoir que la phase 1, la phase, je dirais, de filtrage, de pré-filtrage, se fait, elle, au fil de l'eau. Donc, vous pouvez déposer votre dossier quand il est prêt. Et puis, s'il est prêt, je dirais, pas trop loin de l'étape 2, enfin de la date de l'étape 2, on va vous donner un go ou un no-go. Donc un no-go, il faudra recommencer. Et un go, vous avez le droit de passer à l'étape 2. Et donc là, à l'étape 2, bien évidemment, il y aura une étape, il y a une date butoir à laquelle il faut déposer. Mais si jamais vous êtes retenu à l'étape 1 et que vous n'êtes pas prêt tout de suite pour faire l'étape 2, sachez que le go qu'on vous donne à l'étape 1, vous avez ensuite 1 an pour pouvoir déposer à l'étape 2. Donc il n'y a pas de course contre la montre. Vous pouvez tout à fait prendre votre temps pour rédiger une proposition la plus compétitive possible à l'étape 2. Voilà. Quelques informations sur l'appel challenge. Je vous ai mis ici quelques sujets qui peuvent venir concerner les thèmes de la chimie au sens large. Donc la commission, comme vous le savez, et comme l'a dit Lucie, a mis le Green Deal vraiment au milieu de sa politique de financement de l'innovation pour les 6 prochaines années. Donc bien évidemment, l'UIC Accélérateur ne fait pas exception, et les projets qui sont sur les thèmes que je vous ai mis là auront donc déjà un appel fermé, c'est-à-dire que uniquement des projets de cette thématique-là concourront dans l'appel challenge. Et en plus, il y a donc 3 priorités que je vous ai mises qui viendront, qui seront importantes dans le screening final des projets retenus, parce que l'information qu'on a eue, c'est qu'il y aurait 50% de l'appel challenge Green Deal qui porterait sur les projets qui sont sur les 3 priorités de la fin. Donc voilà, ça fait quand même, ça donne entre guillemets des chances supplémentaires d'être financé si vous travaillez sur ces sujets-là.
Les critères d'évaluation, donc là, on est sur des critères d'évaluation plutôt équilibrés, je dirais, entre les trois parties trois parties d'un projet européen, donc excellence, impact et implémentation, donc avec une notation équilibrée pour ces trois sujets. Et puis, je vous ai mis ici quelques tips, quelques idées à garder en tête pour rédiger une proposition compétitive sur chacun de ces trois sujets, excellence, impact et mise en œuvre. Vraiment les points sur lesquels il faut insister, il faut vraiment être le plus clair possible, le plus clean, je dirais, dans votre proposition, parce que ce sont des sujets sur lesquels les évaluateurs viendront forcément regarder de plus près ce que vous avez mis dans votre projet, dans votre proposition. Et voilà, il faut vraiment cocher toutes les cases des points qui sont listés ici. Voilà, donc le régime de financement de l'accélérateur, comme je disais en introduction, c'est un financement un petit peu particulier parce que les phases de TRL 6, 7, 8 sont prises en compte avec une subvention qui vient financer à 70% de la hauteur de vos dépenses. Et en plus, vous avez la possibilité de faire une demande en intervention en equity, donc en capital, auprès de la commission, à travers un véhicule financier qui a été mis en place par la commission il y a maintenant 1 an et demi, et qui viendra effectivement intervenir avec des montants qui peuvent monter jusqu'à 15 millions d'euros au capital de votre entreprise. Celui-ci ne devant bien sûr pas excéder une partie trop importante de votre capital. Donc, pour l'instant, dans les chiffres qu'on entend, c'est autour de 25% maximum. Mais en tous les cas, qu'il y aurait une prise de participation, je dirais passive, de la commission. L'idée, c'est pas de prendre un siège, à votre board, c'est vraiment de venir vous donner des moyens financiers pendant le temps qu'il faudra, afin que vous puissiez lancer, je dirais sereinement, enfin, vous ayez les moyens financiers pour lancer sereinement votre produit issu de votre innovation financée par la subvention. Voilà. Mais ça, on pourra en parler peut-être après en mode bilatéral si vous avez des questions sur ce sujet-là. Voilà, donc voilà ici maintenant nos coordonnées. Donc vous n'hésiterez pas à nous contacter. De toute façon, on va se reparler ensuite lors des entretiens individuels. Donc on aura l'occasion de s'échanger nos téléphones, voilà, et nos mails. Voilà, je ne sais pas si c'est trop long. Il reste encore une intervention. Et puis, merci Nicolas. Oui, on va laisser la parole à Amira. Ouais. Donc, Amira, alors il reste, pour pas prendre trop de retard sur la suite, 10 minutes max pour la présentation. J'espère que c'est OK pour toi. Je te laisse tout de suite prendre la parole. Oui, bien sûr. Je vais essayer de voilà, m'en tenir à 10 minutes. Après, de toute façon, comme... pardon, j'ai partagé mon écran, je pense. Une seconde. Pendant les ateliers, on pourra aussi aller en plus de détails. Du coup, voilà. Donc, bonjour à tous. Je suis Amira Nathalie et comme ma collègue Lucie l'a dit, je suis chargée des sujets en lien avec l'innovation et l'Europe. Et en particulier, donc, je suis le programme Horizon Europe. Alors, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, on travaille souvent en binôme à la région. Et donc, moi, je suis basée à la direction de coopération Euroméditerranée et Lucie au bureau de Bruxelles. On se complémente plutôt bien puisque nous, on est en lien direct avec les acteurs régionaux, tandis que le bureau de Bruxelles s'occupe plus de veille, lobbying et benchmarking. Et donc, aujourd'hui, j'interviens pour vous présenter un petit peu les outils d'accompagnement qu'on met à disposition des porteurs de projets. Alors, si vous connaissez déjà la thématique de votre projet et vous savez déjà sur quoi vous voulez partir, vous pouvez très bien utiliser notre portail qui s'appelle J'ai un projet tout simplement pour pouvoir nous faire part de votre projet et nous prendrons ensuite contact avec vous pour vous aider, vous guider, vous aider à rédiger ou vous orienter vers les appels à projets qui conviennent le mieux à votre entreprise. D'autre part, si vous savez déjà... Ah, pardon, les slides ont disparu. C'est étrange. Je vais repartager du coup. Est-ce que là, c'est revenu? Stéphane, tu peux me confirmer? Ça vient bien. C'est bon, je te confirme. Super, merci. Pardon, donc juste avant, j'étais en train de vous montrer
la page J'ai un projet dont vous avez le lien juste en bas. Et si par contre vous connaissez déjà le programme sur lequel vous voulez vous positionner, ou même voire même l'appel à projet, vous pouvez très bien contacter un de nos experts en fonction de le programme européen où vous voulez vous situer. Pour Horizon Europe, vous avez comme point de contact Lucie et moi, mais vous avez très bien les autres programmes européens. On n'ira pas en détail aujourd'hui, mais ça vous montre un peu la panoplie d'opportunités que vous pouvez avoir. Et sur chaque programme européen, bien sûr, il y a des spécificités et les différents points de contact sont là pour vous aider à mieux comprendre ces spécificités-là. Aujourd'hui, j'interviens en particulier pour vous parler aussi du dispositif accès au financement européen pour les PME, qui se nomme l'AFE-PME. C'est un dispositif régional qui est gratuit parce qu'il est pris en charge par la région et qui est taillé sur mesure pour votre PME. On pourra aller en détail plus pendant les ateliers parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps là. En gros, c'est un dispositif consacré aux PME qui vous permet de monter votre projet européen, que ce soit un projet individuel ou collaboratif. Alors, ce qui se passe, bon, Nicolas est déjà passé dessus, donc je passe rapidement. Ce qu'il faut garder en tête, et on essaie de le souligner toujours, c'est qu'on ne finance pas seulement les projets individuels, qui est le l'EIC Accélérateur, mais aussi les projets collaboratifs. Donc, si vous voulez vous positionner sur un projet collaboratif, n'hésitez pas à revenir vers nous et nos équipes en accompagnement. Comment ça se passe concrètement? C'est l'aide à la rédaction de la candidature, recherche de partenaires, préparation d'un budget, donc tout ce que vous avez besoin. Diagnostic, pré-montage, rédaction, donc on vous aide surtout à rédiger la partie, une relecture de votre proposition. Il y a plusieurs allers-retours avec l'expert en question qui est choisi et payé par la région. Le nombre de jours d'accompagnement varie en fonction de la maturité du projet et ce diagnostic est fait lors de la réunion de pré-audit. Donc, chaque PME qui candidate a une demi-journée d'accompagnement. C'est acquis en fait dès que vous candidatez à la FEPME. Et pendant cette demi-journée d'accompagnement, on va diagnostiquer votre projet et voir avec vous quels sont les manquements et où on va d'ici là ensemble. Donc, vous pouvez avoir plus d'informations sur la page europe.maregionsud.fr. Vous allez trouver le dossier de candidature. À noter qu'il y a 2 dossiers de candidature, un pour les projets individuels et un autre pour les projets collaboratifs. Une fois que vous avez rempli votre dossier de candidature, vous le faites parvenir. On instruit le dossier et ensuite on prévoit l'accompagnement en question bien sûr en travaillant avec le bureau de Bruxelles, Nicolas Chéane de Rising Sud, le pôle, on associe aussi le pôle de compétitivité. Donc vous avez un accompagnement très consolidé et aussi surtout par un expert qui connaît très bien votre sujet. Voilà, donc j'ai fait un peu vite. Si vous avez des questions, on pourra peut-être les prendre pendant l'atelier. Je te laisse, Stéphane.